Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. 1 heure sur l'actualité et l'actualité du jeudi, vous le savez, on parle anthropologie noire avec notre expert des humanités classiques africaines Nusere Kalala Omotunde. Mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le jeudi 19 novembre 2020 et voici les titres de ce journal. Nous irons sur le front social avec la mobilisation à la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe où les salariés demandent un retour à la table des négociations. Puis nous irons au Diodé du Pôle emploi de Guadeloupe, une journée d'intégration en faveur des personnes porteuses de handicap. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur une date symbolique pour Haïti, le 18 novembre 1803, qui marque la fin de la bataille de Vertières qui conduira à l'indépendance d'Haïti. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Josier Légué de McDonald's et Marie-France Tyrolien de l'association Guadeloupe de Drépanocytose. Ils nous parleront du grand jour de McDonald's, vous savez, cette grande collecte annuelle qui est organisée en faveur des enfants drépanocytaires. Et avant de développer ces quelques titres, on débute avec l'image du jour qui nous vient de la cantine, des cantines Bémao. Les parents d'élèves sont particulièrement remontés contre la restauration scolaire qui est loin d'offrir un service de qualité. Un plateau repas bien dégarni comme vous le voyez à l'image. On avait déjà eu cette polémique au niveau de la cantine de Pointe-à-Pitre. Et là, effectivement, c'est du côté de Bémao. On se rend maintenant à la Poste pour un hommage justement à un des collaborateurs de Postier qui s'est éteint. Regardez. La perte d'un postier est toujours un événement affreux. On souhaiterait que ça n'arrive jamais. Alors il ne m'appartient pas de commenter des événements qui pour certains d'entre eux sont d'ordre privé. Mais sachez simplement que nous apportons tout notre soutien, tant aux collègues, aux postiers, au travers de cellules d'écoute psychologique, qu'aux familles même, que nous essayons également d'accompagner si elles le souhaitent dans ces douloureux événements. On fait beaucoup de choses pour essayer de protéger nos postiers. On a d'ailleurs très peu de postiers atteints depuis le début de cette crise sanitaire, alors que nous avons toujours gardé des bureaux de poste ouverts. Nous avons toujours distribué le courrier jusqu'à 6 jours sur 7 au plus fort de la crise sanitaire. Et puis en même temps, je me dis qu'on ne peut s'occuper que de l'aspect professionnel. Ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise nous est hélas en grande partie étranger. Nous avons renforcé les dispositifs de protection, d'écoute, d'alerte dans toutes nos entités, comme le font d'ailleurs la majorité des grandes entreprises. Pour ce qui concerne nos bureaux de poste, qui sont tous ouverts dans toutes les villes de Guadeloupe et de ses dépendances, nous avons opté pour ce qu'on appelle la journée continue. À savoir que le bureau de poste est ouvert de 7h30 à 13h30 du lundi au vendredi et le samedi matin aux horaires habituels. Ces horaires nous permettent de rendre un service de qualité à la clientèle. En particulier, nous sommes ouverts partout le midi, là où avant la crise sanitaire nous étions fermés le midi. Ça permet aussi d'améliorer l'équilibre vie privée, vie professionnelle de nos postiers et puis de limiter les interactions puisqu'il n'y a plus de déjeuner. De la même façon, au courrier, nous avons opté pour de la prise de service décalée. Ça permet à nos postiers d'être moins nombreux au même moment, au même endroit et de favoriser aussi le repos avec une journée de repos qui peut être donnée de façon relativement fréquente. Le trafic colis devrait en Guadeloupe augmenter d'au moins 20% sur cette période de fin d'année. Et en même temps, vous le savez, le confinement, en particulier le confinement de la métropole, induit une baisse très importante de l'offre de trafic aérien. Le trafic aérien a diminué de 65% sur l'outre-mer
depuis le début du confinement. Or, c'est bien les avions qui, jusqu'à maintenant, acheminaient la majorité du courrier et des colis. En particulier, si ce sont des colis de plus de 20 kilos. Parce que les colis de plus de 20 kilos prendront le bateau. Ce qui veut dire qu'il faut compter 25 jours en moyenne, hors dédouanement, pour les voir arriver. Donc un conseil sur ces gros colis, si vous pouvez les fractionner pour passer en dessous de la barre des 20 kilos, faites-le parce que ça permettra de prendre l'avion. On part sur le front social avec ce nouvel épisode de la série des feux de la Chambre des métiers et d'artisanat de Guadeloupe. Le bras de fer se poursuit entre syndicats et direction, et ce après 8 mois de conflit. Les salariés réclament le respect des statuts, des accords signés, des instances et des représentants du personnel. Une demande masquée pour Gabriel Foy qui dénonce une action téléguidée par d'anciens élus qui souhaitent uniquement faire monter la mayonnaise. On les écoute. Depuis le mois de juin, avant même les grandes vacances, nous voyons un document par le président là pour nous demander d'appliquer des accords qui sont signés depuis en 2017. Et ne voilà-t-il pas que nous faisons des réunions de renégocier cet accord-là, nous faisons comprendre clairement que les accords signés pas qu'à renégocier sont question d'application. Aujourd'hui là, nous écrivons plusieurs documents pour nous demander de renouveler le dialogue social. Nous constatons que plutôt que le président là essayer de renouveler le dialogue social avec les représentants du personnel concernant l'accord là, il a cherché à dénoncer. Il cherchait par plusieurs moyens à dénoncer. Et Jod-là, comme il ne peut pas faire derrière, il a décidé qu'il a ignoré nous, il ne pas respecter nous, il ne veut pas parler de nous, il ne peut pas reconnaître les représentants du personnel, il ne peut pas reconnaître les délégués syndicaux. Vous savez, ça fait plus de 8 mois que nous négocions avec les mêmes revendications. Et je crois que nous avons été très clairs avec les représentants syndicaux en leur disant qu'il devait y avoir une mission du CMA France qui devait venir au mois de décembre pour justement régler cette problématique où l'ancien président avait fait du n'importe quoi. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette logique de la venue de cette commission de CMA France pour vraiment répondre aux besoins des syndicats. Mais comme les syndicats, encore une fois, sont téléguidés par des anciens élus ou des élus qui sont en place dans l'opposition pour faire monter la mayonnaise, donc après je ne suis pas surpris, je suis un éternel habitué. Je dis que c'est une série de télévision comme d'habitude et qui bientôt prendra fin. Toute décision à président, puisque le président c'est un exécutif. Donc exécutif, c'est-à-dire qu'il a exécuté une décision en bureau. Or depuis, il a pris un bureau à la Chambre des métiers, pas au fait. Et pourtant, il a pris une décision. Il a nommé des agents des emplois qui n'ont pas exister dans la grille des emplois. Donc il a fait du n'importe quoi et ça a toujours fait. Ça a toujours fait puisque c'est toujours le même monde là qui a dirigé le personnel, directeur des services à la Chambre des métiers. Donc, si vous n'avez pas de bureau, si vous n'avez pas réuni le bureau, vous n'avez pas réuni l'Assemblée générale pour entériner les décisions, mais vous n'avez pas faire rien, vous n'êtes là, vous n'avez pas de budget. Donc, c'est le préfet qui a dirigé. Or, on attend à la télé qu'il n'y a pas de problème de personnel, tout fonctionne bien à la Chambre. Or, rien ne va fonctionner, puisque rien ne va fonctionner, puis on prend une décision, pas prendre, moun ka bouger par là, moun ka bouger par là, sans consulter les représentants syndicaux, les organisations syndicales, mais aussi sans consulter les représentants du personnel. Pas ni pour instance qui a réuni, mais qui j'ai dit, en dit, ça a fonctionné. Rien n'a fonctionné. Tout président qui passait à la Chambre des métiers, nous confrontons toujours le même problème là. Même problème d'organisation, qui pas ni organisation, on dirait en lolo. Et on a pensé qu'en lolo mieux géré que la Chambre des métiers. Et il faut chercher le point commun. Hein. C'est un monde qui a géré c'est un monde administratif à la Chambre des métiers. Donc, nous avons fait l'expérience. Tout président qui passait à la Chambre des métiers, nous avons confronté nous à même problème là, à même foin de non-écoute, non-recevoir. Donc, je dis là, nous pas poser d'autres questions, nous connaissons le point commun là. Un reportage signé Olivier Félix. Parlons maintenant de l'INRA et de la Fédération des très petites entreprises de Guadeloupe qui voit les choses en grand
Et c'est peu de le dire, c'est bien la première fois que des projets porteurs et singuliers sont présentés en termes d'agriculture et d'agrotransformation. Très particulier cela. Les deux entités souhaitent développer une filière de récupération des fruits aux abords des routes, histoire de transformer à base de matières premières qui nous revient à 0 €. Deuxième idée de génie, un partenariat avec le Canada pour le développement du cannabis thérapeutique dont le marché représente 51 milliards de dollars. Le reportage. INRAE Antilles-Guyane et la Fédération des très petites entreprises ont entamé une collaboration dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de site Antilles. Et cette politique de site Antilles vise, parmi ses défis, à créer plus de rapprochement entre le monde de la recherche et le monde socio-professionnel. Ceci donc au profit du développement socio-économique de la Guadeloupe. Mais ce que nous faisons aujourd'hui avec l'INRA, c'est que nous allons présenter des projets d'envergure qui concernent la mangue et l'avocat et aussi les tisanes. Mais aussi nous avons aussi nos partenaires canadiens qui seront en visio avec nous pour présenter effectivement l'industrie du cannabis thérapeutique en relation avec l'Université des Antilles qui est au Camp Jacob et pour permettre effectivement l'étude et la recherche sur cette qualité de produits que nous possédons qui aujourd'hui vaut un marché de 51 milliards de dollars. La Guadeloupe ne doit pas rester à l'écart de cette industrie-là. Donc il y a deux projets qui vont être présentés sur le secteur végétal qui concernent un dispositif de collecte très très original des fruits et légumes qui sont gaspillés dans la nature, donc la mangue et l'avocat en particulier, mais ça peut concerner d'autres espèces comme le fouille à pain, qu'on connaît bien. Et donc tout ce qui va être mis en œuvre pour valoriser le plus complètement possible ces deux produits. Donc aussi bien la peau, la pulpe et le noyau. Voilà. Le second projet sur le secteur végétal en agroalimentaire concerne la fabrication de tisanes avec un dispositif très très original donc, de mise en valeur, de marketing et de packaging. Et le projet sur le secteur, le volet animal, concerne ce qu'on appelle l'affinage et la maturation de la viande, mais en créant toute une filière de développement autour de nos systèmes créoles. Donc les ressources, la valorisation de nos ressources alimentaires créoles, la valorisation de nos races créoles et bien sûr donc la valorisation des viandes avec des processus de maturation qui sont très 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 appréciés et qui peuvent déboucher sur un marché très prometteur. Nous avons aussi aujourd'hui toutes les entreprises de la Guadeloupe effectivement, qui pourront être éligibles et répondre effectivement au développement de ce contexte industriel sont les bienvenus. Nous avons aussi le ponnage, on va lancer la filière, l'affinage de viande bovine de première catégorie, label Guadeloupe, effectivement qui concerne l'essentiel des éleveurs de la Guadeloupe qui accepteront de participer au cahier des charges que nous avons élaboré, que des produits qui sont des produits de Guadeloupe, c'est-à-dire pour la pergola et ensuite le banglin, la canne à sucre, etc., sans engrais et sans grains et venant d'usines quelconques, mais c'est des choses qui sont pérennes à la Guadeloupe et qui vont permettre effectivement aux entreprises de bien élever comme nos anciennes faisaient. Et donc concernant l'affinage de nos viandes bovines, eh bien, il travaille à la mise en place d'un label qui serait l'équivalent effectivement du bœuf de Kobe qui vient du Japon et qui est l'un des bœufs les plus chers au monde, si ce n'est effectivement le bœuf le plus cher du monde. On part maintenant pour le Dio Day du Pôle emploi, une journée pour changer de regard et dépasser les préjugés des travailleurs porteurs de handicap, puisque effectivement ils sont pleins de ressources et il ne faut pas l'oublier. Regardez. Bonjour, je suis Makaya Claudia, je suis présente aujourd'hui à Pôle emploi dans le cadre d'une immersion pour le Dio Day pour les personnes en situation de handicap. Et c'est mon cas, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie invisible. Aujourd'hui, nous sommes sur la journée nationale et régionale du Dio Day, qui est effectivement un dispositif national qui a été mis en place maintenant il y a 4 ans pour justement promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap au niveau des entreprises. Donc aujourd'hui, l'ensemble des agences Pôle emploi participent à ce Dio Day. J'étais à l'accueil ce matin avec les demandeurs d'emploi. Là maintenant, je suis avec une conseillère entreprise. Elle s'occupe des contacts avec les entreprises et Pôle emploi. Des recrutements particuliers, des aides qu'une entreprise peut bénéficier de l'État si elle veut embaucher quelqu'un. C'est très important pour nous parce que comme toute autre entreprise, nous avons l'obligation d'emploi du taux de 6%. Et effectivement, nous sommes dans le cadre de la démarche RSE, dans une démarche inclusive au niveau de la diversité. Et
comme toute entreprise, nous recrutons des personnes. Et donc, effectivement, de par le DUODEI, nous permettons justement à ces personnes de découvrir les différents métiers qui composent Pôle emploi au sein des agences, mais aussi au sein de la direction régionale. Pour moi, c'est un avantage. Ça me permet quand même de m'immerger dans un milieu professionnel, puisque par rapport à ma pathologie, ce n'est pas forcément évident de travailler. Mais là, c'est une opportunité de savoir si demain, je pourrais être conseillère ou pas à Pôle emploi. Pourquoi pas? Ça se passe très bien. Elle est très attentive. Elle comprend très vite les mesures. Et elle pose des questions. Et on sent que c'est une personne très motivée et qui est prête à travailler. On va dire opérationnelle, on va dire. Moi, ma pathologie a été lourde pendant un moment. Donc, j'ai pris du temps, en fait, pour revenir sur le milieu du travail. Ça fait seulement depuis 2018 que je peux repenser à travailler, en fait, c'est pour ça. Mais non, c'est pas difficile, il faut connaître nos droits. Avec la RQTH, avec la PCH, on a beaucoup de droits qu'on a droit, qui nous permet en fait, de travailler dans de bonnes conditions. Mais il faut les savoir. Ça va se poursuivre sur la matinée. Et donc, en fin de journée, il y aura un petit bilan autour de l'équipe encadrante et le référent qui a été le tuteur sur la journée et Claudia pour faire un bilan de la journée. Un reportage signé Maxime Morel. Et retour maintenant sur la commémoration du 18 novembre 1803, date hautement symbolique pour la communauté haïtienne et la diaspora. Elle marque la bataille de Vertiver qui s'est déroulée près du Cap Français. Elle opposait les troupes commandées par le général de Rochambeau, envoyées par Napoléon, à celle du général Jean-Jacques Dessalines, que vous connaissez très certainement. Une bataille qui a sonné le glas de l'expédition à Saint-Domingue et la libération finalement d'Haïti. La communauté justement haïtienne de Guadeloupe organisait un hommage à la hauteur des ancêtres vaillants ayant œuvré à la construction et la libération de la première République noire. Regardez. Là, nous avons rendu hommage à Charles-Henri Salin et nous avons aussi célébré 18 novembre 1803. Là, l'armée à Dessalines bat l'armée à Napoléon à plate couture, qui fait que 1er janvier 1804, l'UTP déclaré indépendance à Haïti. Haïti, première république noire dans le monde. En cas que tout peuple noir peut être très très fier de ça, peut être fort, nous peut être fiers. Et surtout, mettez à côté de l'air, ça nous a dit, en proverbe nous a dit, porte en bois, pas ni raison devant porte en fer. Ça montre le lionnage qui existe entre Guadeloupe et Haïti, mais les frères de la Martinique aussi ont fait aussi une activité. Donc ça montre qu'en fait le combat qui a mené Haïti ne concernait pas qu'Haïti, ça concernait, comme je l'ai dit précédemment, tous les Noirs. Et le jour du 18 novembre, ça devrait être un jour fêté par tous les Noirs dans le monde entier. Nous savons que 18 novembre 1985, un jeune qui était fait le 27 mai 1964, que jeune là ça, et nous tiennent à rendre hommage à Charles-Henri Salin, surtout la nouvelle que monsieur Mas qui était tué Charles-Henri Salin, il a décoré et après il a fini. Là, il rentre en pays. Reconnaître que nous sommes contre toutes d'autres qualités. Nous ne pas battre l'humanité. Nous sommes contre toutes d'autres qualités. Et que ça est important qu'ils mettent en tête que le peuple là, qui est déporté, fait l'agence, ils ont droit. Le droit de reconnaître qu'il y a droit aux réparations. Et tout type de réparation. Parce que c'est par rapport à ça que nous subissons. Famille nous supporter, qui a fait jeudi jour, tout patrouiller, il y a l'argent. Là, ni en fresque que nous mettons en 2007 par rapport à le fait qu'il a été tué, combien de Guadeloupéens en 1967 et jusqu'à présent nous ne savons pas combien. Donc c'est un espace mémoriel. Monsieur Henri Durimel dit comme ça que nous que fait de façon à ce que tout Guadeloupéen qui ont pu venir rendre cet hommage, rendre Salin hommage, dit merci pour les Haïtiens qui battent l'armée française, rendre les gens qui ont cru en 67 hommage, ils peuvent venir là parce que c'est un espace mémoriel. Des images de Vianney Valverde. Et maintenant, je reçois Josué Léguier, qui est responsable marketing au McDonald's Antilles-Guyane. Et il est en compagnie de Marie-France Tyrolien, qui est présidente de l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Alors on sait que chaque année, depuis 10 ans, vous le disiez tout à l'heure, depuis 10 ans maintenant, chaque année, McDonald's organise une grande collecte de fonds justement pour l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose, pour venir en aide justement aux petits malades principalement, aux enfants qui sont atteints de cette maladie. Chaque année, ça se passe bien en général. 2020, année assez particulière. Comment va s'articuler la manifestation aujourd'hui avec tout gestes barrières, restrictions? Comment ça va s'opérer? Alors, bonsoir. Oui, chaque année, ça se passe très bien. On sait que le grand jour, c'est le rendez-vous caritatif de McDonald's chaque année pour récolter des fonds. Donc, pour la GED, Guadeloupe Espoir Drépanocytose, qui lutte contre la drépanocytose, mais pas que pour les enfants, pour les adultes aussi, donc pour tous les malades drépanocytaires. Je rappelle que c'est la première maladie génétique au monde. Et aussi pour l'école de la deuxième chance, puisque aussi on œuvre dans le cadre de l'emploi des jeunes. Les jeunes, 41% des jeunes guadeloupéens entre 15 et 29 ans sont au chômage. C'est bien de préciser tout ça. Donc oui, cette année particulière, on sait, année Covid, c'est vrai que nous on a mis en place un certain nombre de mesures de sécurité. On a mis en place ce qu'on appelle le MAC protégé. Et donc l'idée en fait c'était, McDonald's déjà à la base a 100 points de contrôle de sécurité. Et le MAC tranquillité qu'on a mis en place en fait nous a permis de renforcer ces mesures de sécurité. Donc avec gel hydroalcoolique, masque, sens de circulation, etc. Donc les clients ne se croisent pas. Mais c'est vrai que aussi derrière on a pu accompagner nos équipiers en cuisine aussi, de manière à ce qu'ils puissent respecter les mesures de sécurité. Et finalement, au niveau de nos drives qui sont totalement équipés, puisque nos drives, il n'y a aucun contrôle avec le client, donc les clients y passent. Donc toutes les mesures de sécurité sont respectées. Donc on capitalise en fait sur cet outil-là, de manière à pouvoir orienter cette année le grand jour de manière générale au drive. Alors, il faut savoir que c'est une opération qui sera cette année promotionnée et avec des activités, des manifestations qu'en digital. Généralement, chaque année, les restaurants se manifestent avec des artistes dans les restaurants. Non. Mais cette année, les artistes se sont manifestés sur les réseaux sociaux pour aider et pour encore contribuer à l'effort et à l'élan caritatif du grand jour. Donc l'idée, je rappelle, c'est que tous les Big Mac qui seront vendus le 21, donc le samedi 21, seront versés en partie à la GED et à l'école de la deuxième chance. Donc, partie achat, ce sera plutôt en drive, et pour la partie un peu, on va dire, avec les artistes, ce sera vraiment en digital. Alors, c'est-à-dire que les artistes, ils se sont manifestés, eux, ils ont donné de leur temps pour pouvoir informer le public et sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai que le drive sera à disposition, les clients qui passent au drive, il faut qu'ils sachent que quand ils achètent un Big Mac, eh bien, la somme sera reversée directement à la GED et à l'école de la deuxième chance. Mais c'est vrai que nos restaurants sont ouverts aussi avec des mesures de sécurité, avec un nombre minimum de clients à l'intérieur, donc ils peuvent aussi passer à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation du Covid, on a été obligé de réduire un peu les activités telles qu'on les faisait les années précédentes. Alors, Madame Tyrolien, justement, comment vous voyez cette organisation cette année? Écoutez, je la trouve bien, comme chaque année, en fait. Et ce qui est bien, c'est que McDonald's, fait tout pour que justement les gens soient en sécurité, et il fait tout aussi pour que notre association puisse parler de cette pathologie. Et c'est vrai que, je le dis et je le répète, chaque année, grâce à McDonald's, on peut pas, pendant une journée, on va parler de la drépanocytose. Et ça, c'est vraiment important parce que malheureusement, on a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas la drépanocytose. Pourtant, ça fait 10 ans. Et on espère qu'un jour, tout le monde la connaîtra. Mais en tout cas, c'est vrai que cet argent qui nous reverse, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Parce que ça fait 10 ans que nous faisons des actions grâce à cette somme, et nous faisons des actions de plus en plus importantes, et ça c'est vraiment un bénéfice inqualifiable. Alors c'est vrai que là cette année, avec cet argent, on a pu acheter des masques FFP2 que nous allons offrir aux soignants du CHU pour qu'ils puissent justement continuer à soigner les gens sans eux-mêmes attraper la Covid-19. On a pu participer à des grands congrès, des congrès aussi américains, qui nous permettent un petit peu de voir où en est la recherche. Et c'est vrai qu'on est quand même, alors même si nous ne sommes pas encore proches de la guérison, mais en tout cas, il y a de nouveaux médicaments qui arrivent et qui soulagent de plus en plus les malades.
Donc ça, c'est vraiment une très très belle chose. Et nous aussi, avec cet argent, on finance les étudiants de l'INSERM. On leur permet justement de faire de la recherche sur la drépanocytose. On sait que ce n'est pas toujours évident pour eux, donc on finance leur année. Alors vous voyez, donc une journée où on achète un Big Mac, regardez toutes les retombées qu'il peut y avoir. Et ça, c'est quand même, je crois que le seul restaurant qui nous offre ça, c'est McDonald's, c'est le seul. Alors, en termes de prise en charge, je profite de votre présence, en termes de prise en charge pendant la période de Covid, est-ce que ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Nous, association, nous faisons de la prévention auprès des malades. Enfin, ils peuvent nous appeler, on écoute ce qu'ils nous disent, on écoute leurs peurs et nous les rassurons. Donc, bien sûr, on conseille les gestes barrières. On leur dit, faites attention, désinfectez-vous les mains, portez votre masque et essayez d'éviter les foules juste pendant le temps où le Covid circule. C'est vrai qu'il y a eu aussi toute la drépanocytose ne faisait pas partie des maladies avec comorbidité. Donc on a pu remonter au créneau et expliquer que c'est une maladie grave. Et depuis, la drépanocytose fait partie des comorbidités au même titre que les autres maladies. Voilà, et ça, c'est très, très important. Et vous voyez, donc ce 21, pouvoir parler de tout ça, c'est vrai qu'on le fait une fois par an, mais ça a vraiment sa portée. Ça a un impact. Et ça vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je disais tout à l'heure à Josué que beaucoup de gens m'ont dit, mais vous savez, c'est grâce à force de vous entendre pendant les journées de McDonald's, on a pu comprendre ce qu'était la drépanocytose. Et moi, je trouve que c'est miraculeux, quoi. C'est vraiment miraculeux. Il faut mettre en lumière justement cette maladie et les gens qui se battent pour améliorer les conditions de prise en charge et les traitements des personnes malades. J'ai fait le petit focus particulier sur les enfants parce que c'est vrai que c'est un public, vous nous expliquez que quand ils sont hospitalisés, parfois ça peut être très long, il leur fallait des petites activités, des choses quand même pour leur scolarité. Aussi. Et c'est vrai qu'il n'est pas rare d'entendre des gens qui nous disent « Ah, mais les drépanocytaires, ils sont tous en échec scolaire. » Alors, ils ne sont pas tous en échec scolaire, Dieu merci. Mais c'est vrai que si on ne fait pas quelque chose pendant le temps de leur hospitalisation, ils risquent d'être en échec scolaire. Et c'est notre prochain combat. Merci beaucoup. On va rappeler la date pour le grand jour. C'est samedi 21 novembre. Les restaurants sont ouverts à partir de 10h et jusqu'à minuit. Donc, allez acheter votre Big Mac. Contribuons à la lutte contre la drépanocytose et à l'emploi des jeunes. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Josué Léguier d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous parler du grand jour de McDo qui se déroulera donc ce samedi 21 novembre dès les ouvertures. Justement, c'est 1 € par Big Mac qui est reversé. Non, c'est la totalité 100%, c'est très bien, c'est 100% des Big Mac achetés Big Mac qui est reversé à l'association. Je vais juste rappeler que depuis 10 ans, en fait, comme l'expliquait Marie-France, on a récolté près de 300 000 € sur les 3 territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc c'est vrai que, et on sait ce qu'on fait avec, ça aide les enfants malades, ça les permet d'acheter des finance des études, franchement, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas pour l'initiative. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus. Nous sommes jeudi et le jeudi c'est anthropologie. Nous recevons donc notre expert des humanités classiques africaines, Yousseré Kalala Omotunde. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Franck Abar qui souhaite qu'on l'appelle le général Abar maintenant. Ok, il n'y a pas de problème Franck. Bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Dimitri Gobardan, bonsoir à Guitoun Cyprien, bonsoir à Lina Rothschild, à Bernard Giolier, à Guylaine Adrien, à Jimmy, à Franck Thévenot et à Ketty Tacour. Je ne pourrais pas dire bonsoir à tout le monde. En tout cas, merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent sur les réseaux et sur l'antenne. Je vous le dirai tous les soirs. On se retrouve après la pub.